Alors, Chef André, c'est une entreprise, c'est une chocolaterie d'abord. Ma matière de base, c'est le chocolat. Donc, nous prenons la fève et nous la transformons, nous la ramenons en chocolat. Nous avons également le volet pâtisserie, le volet boulangerie. Et dans la boulangerie, j'utilise les produits locaux pour fabriquer mon pain. Également, je fais intervenir les produits locaux tels le sésame, les arachides, la noix d'acajou, les mangues séchées, tout ce Ouais. que nous avons comme produit Qui sont localement fait incorporés dans le chocolat. dans le chocolat. Mhm. Et c'est ça vraiment qui fait la particularité de Chef André. Et il faut dire aussi que c'est la seule chocolaterie du Burkina Faso. Et grâce à cette entreprise aujourd'hui que tout le Burkina Faso euh, mange du chocolat. Et ça fait vraiment la fierté de toute la nation entière. Et nous avons un traitement spécial parce que rien ne montrait que le chocolat était possible dans notre pays. C'est ça. Parce que lorsque je montais cette entreprise, les journalistes me posaient la question, mais chef André, écoute, nous sommes dans un pays où le pouvoir d'achat n'est pas élevé. Tu amènes un produit qui est destiné à l'élite et crois-tu que vraiment cette entreprise allait donner, va donner? Et justement que j'ai utilisé leurs questions pour m'inspirer. Mhm. Parce qu'effectivement, il y avait ce problème de pouvoir d'achat. Mais en même temps, il fallait donner une identité à mon chocolat. Et lorsque les Burkinabés sont venus, ils ont regardé dans la vitrine, ils voyaient du chocolat à base de Sumbala, à base de Bissap, à base de mangue, à base d'arachide. Ils ont tout de suite compris que c'est un produit qui est fait chez eux. Et c'est ainsi qu'ils l'ont adopté. Donc, ça fait que nous n'avons pas vraiment de problème de vente du chocolat ici. Et du Malgré, coup, malgré le prix. Malgré le prix, les gens achètent. oui, malgré le prix, nous sommes arrivés même à faire fermer l'importation du chocolat. Grâce à notre entreprise, les gens disaient que ça ne sert à rien d'importer du chocolat, une tablette de chocolat qui te coûte 4 000 et 6 000 francs. Donc, alors que nous, nous sommes à 2 000 francs, ils se sont dit, ben, c'est une perte, c'est des chocolats à la limite qui vieillissent, qui sont expirés et qui... Voilà. Du coup, les importateurs de chocolat, ils n'importent plus. Wow. Et nous, nous faisons des pâtes à tartiner, nous avons des caramels beurre salé, des produits qui se retrouvent qui sont dans les rayons européens que nous retrouvons chez nous ici. Ouais. Voilà. Donc voilà ce qui fait la particularité de ce chef André. D'accord. OK. Alors, on va faire quelque chose qui est les leçons qu'on va tirer un petit peu de votre parcours par rapport à un autre jeune africain. Donc, si vous allez conseiller un André qui a 16 ans, lorsque Oui, vous étiez sur le banc de l'école, je crois, à Réau, à 16 ans, oui, oui, vous étiez à Réau. oui, Ario. Qu'est-ce que vous lui direz, maintenant que vous avez vu votre parcours, quel conseil vous lui donnerez s'il était assis en face de vous? Déjà, ça ne sert à rien de prendre des risques. Vous voyez, dans le détroit de Gibraltar, tout pouvait s'arrêter. Alors qu'en réalité, j'avais déjà obtenu tout ce que je voulais de ce chef français, du chef français. J'avais tout obtenu. Il m'a formé, il m'a éduqué, À il Abidjan. m'a Abidjan, en Afrique, chez nous. J'ai pas eu besoin d'un vol, j'ai pas eu besoin d'un visa, j'ai pas eu besoin de centaines de milliers de francs. Il n'y avait pas de barrière. Et j'ai appris le métier dans des conditions normales. Donc, en réalité, ce risque que j'ai pris était un danger. Donc, Est-ce qu'on peut dire ne pas prendre de risques
superflus. Oui, c'est des risques inutiles. Voilà, des risques inutiles. Voilà. C'est inutile d'aller finir au fond de l'océan. C'est inutile. La preuve en est que je suis revenu et c'est en Afrique que j'ai fait mes beaux jours. C'est en Afrique et de surcroît chez moi. C'est chez moi où j'ai eu la renommée. C'est chez moi où j'ai eu les honneurs. C'est chez moi où un ambassadeur, l'ambassadeur des États-Unis se met debout pour me saluer. C'est dans mon pays où le président de la République se lève pour dire, chef André, toutes mes félicitations. C'est pas ailleurs. Ça, c'est la première leçon. Quelle deuxième leçon vous lui donneriez? La deuxième leçon, c'est de se mettre d'abord à l'école d'apprentissage. Il faut se former. Il faut se former. Allez-y se faire former dans un centre de formation. Il faut se former. Tant qu'on n'a pas de formation, tant qu'on n'a pas reçu de formation, la formation qui est la clé de la vie, mais tout est vain, tout est inutile. Ouais. Donc déjà, c'est une base. Et après la formation, il faut croire, il faut avoir un rêve de grand. Une grande vision. Il faut avoir la vision. C'est pas ça qui manque le plus aux jeunes maintenant? Bien sûr. Parce qu'ils ne sont pas entourés des gens qui ont des visions. Exact. Par exemple, moi, quand je disais que j'allais fabriquer le chocolat au Burkina Faso, il y a des autorités qui ont dit, mais écoute, tu es fou, toi. Alors que le processus de fabrication du chocolat, c'est rien. Quand je suis allé pour demander des fonds pour démarrer mon entreprise, ils m'ont refusé parce que j'ai amené une idée utopique, complètement utopique. Ce n'était pas réalisable en Afrique. Alors que moi, j'avais ma vision. Mais la vision vient d'où? D'où est-ce que vous venez de cette vision? C'est dans le rêve. Je voulais voir les choses en grand. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Mais bien sûr, pourquoi pas. Parce qu'on a peur. Moi, je suis... Oui, c'est simplement la peur. C'est simplement que le fait que les gens ne croient pas en eux, ils disent que je vais échouer. Effectivement, moi aussi, j'ai échoué. J'ai échoué au Sénégal. Ma première entreprise a coulé. Je suis revenu ici tout endetté. J'ai relancé encore l'entreprise. Je ne me suis pas arrêté. Aujourd'hui, j'emploie une vingtaine de personnes. Et je me suis organisé et voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et voilà. Donc, d'abord, la vision, il faut rêver grand. Il faut se dire que je suis capable d'arriver. Et on a vu beaucoup de gens qui sont partis de rien. Quand je prends, par exemple, la vie de Mohamed Ali qui est parti de rien. Je prends la vie de Chris Garner, qui est un noir américain, qui a commencé sa vie difficile, qui a fini comme un grand assureur. Ça, c'est... Donc, voilà. Le film, il y a un film là-dessus. Oui, à la recherche du bonheur. C'est ça. The Secret of Donc, Happiness. il faut s'inspirer des histoires des élites, des grandes personnes, des personnes qui ont fait de ce monde un monde pauvre autour d'eux, mais qui l'ont rendu meilleur. Mais où est-ce qu'on les trouve, ces gens, si on est, je ne sais pas moi, dans un village en Afrique ou dans une ville entourée de copains qui boivent, etc. Non, mais justement qu'il faut se séparer de la mauvaise compagnie. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, au lycée, je fumais. Mais quand je me suis séparé de ces amis, j'ai mis fin à la cigarette pour voir maintenant les choses meilleures. Parce que déjà, le budget que j'avais mis à côté pour la cigarette, quand j'ai arrêté, il m'a servi pour quelque chose. Donc, j'ai commencé petit. Et le plus souvent aussi en Afrique, les gens ont tendance à vouloir commencer grand. Je veux avoir tous les fours à côté, je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Moi, j'ai commencé ma chocolaterie dans la cuisine de ma femme. Je te jure, c'est la marmite de ma femme que j'ai utilisée pour faire ma torréfaction. Les images ont fait le tour du monde.
Et de là, j'ai écrasé mon chocolat avec des meules traditionnelles avant d'atteindre, d'avoir du matériel professionnel. Voilà. Donc, je crois bien que il faut partir avec les moyens de bord parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça. Mais si on commence avec des grands moyens, ben, écoute, en réalité, il n'y a pas d'évolution. C'est ça. En réalité, il n'y a pas d'évolution. Alors que quand on commence petit, on voit les choses grandir, on voit les choses évoluer et on maîtrise le budget du départ. On le maîtrise. Ça, c'est l'idée des Suisses. C'est ça. Ouais. Ne pas trop s'endetter au départ pour être esclave de prêts, commencer bien, avoir une grande vision et surtout ne pas laisser tomber, persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Moi, quand j'ai commencé ici, dans la chocolaterie, ben, je dormais sur le lieu du travail. Quand je finissais de travailler, où tout le monde descendait, je dormais pour faire la production du lendemain. Je dormais sur le lieu. Et quand les gens venaient le lendemain, ils disaient « Waouh !» C'était ça, moi, mon salaire en retour. Et il faut dire que quand des Européens ou des expatriés, ils arrivaient dans la boutique, ils disent que c'est comme chez nous, mais c'était une fierté. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça c'est toujours possible en Afrique, selon vous. C'est possible, c'est possible. Je vous dis, c'est possible. OK. C'est possible. Quel est, selon toi, le rêve africain? Écoutez, il n'y a pas de rêve typiquement africain. C'est le rêve d'un homme. C'est le rêve d'un homme. Ces jeunes qui disent que demain, je veux me retrouver en Europe. Ça, c'est leur instinct humain qui les amène à cela. Tout en oubliant qu'en Europe aussi, ils ont des pauvres. Ils ont des nécessiteux. Ils ont des gens qui n'arrivent pas à manger. L'Africain n'a pas de rêve en tant que tel. C'est l'être humain qui pense que chez l'autre, c'est toujours meilleur que chez soi. Moi, aujourd'hui, tu me dis d'aller en Europe, mais c'est comme tu me tortures. Le fait de prendre l'avion, c'est une réalité. Le fait de prendre un avion et rouler et voler pendant 8 heures de temps, c'est une torture. Parce qu'à tout moment, moi, je peux chuter. Je dis non, je ne veux plus prendre ce risque. Oui, j'ai même plus envie. Je suis tellement bien dans mon pays. Je suis tellement bien chez moi que ce que je décide de faire, ce que je veux en Europe, aujourd'hui, je le commande en une semaine, il est chez moi. Mm-hmm. Donc, ça fait qu'un Africain, le rêve n'est pas typiquement africain, mais c'est l'homme qui a un rêve. Même tu prends aujourd'hui les pays latino-américains qui veulent tous aller aux États-Unis, mais ils n'ont pas compris qu'aux États-Unis aussi, il y a des pauvres chez eux. C'est ça. Il y a des gens qui meurent dans la rue. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de soins. Ils ne peuvent pas se soigner. Parce que c'est très cher. Donc, oui, c'est cher. Ils n'ont même pas les moyens. Donc aujourd'hui, moi, j'ai été invité aux États-Unis, j'ai été invité en Europe, mais à chaque fois, je trouve une astuce pour décliner cela parce que simplement voyager, ça ne m'intéresse plus. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle, c'est une autre vision que vous avez, c'est le métier de la bouche. On va en parler et puis on va finir cette interview par un petit jeu où je vous donnerai 10 mots, un mot à la fois, et puis vous me direz ce que ça vous inspire. Donc, je sais que vous voulez faire ou une école ou quelque chose sur le métier de la bouche. Est-ce que vous pouvez nous en parler?